le XVIIIe siècle, je vois 3 dates essentielles qui vont être essentielles pour le changement de régime, de paradigme, le changement qui nous a amenés au monde dans lequel nous vivons. Bon, il y a une date que tout le monde connaît, c'est 1789. Je ne veux pas me lancer là-dessus. Il y a 2 autres dates que j'estime essentielles. La première, c'est 1720, et la deuxième, c'est 1763. 1763, on ne sait pas à quel point c'est important. Il y a un véritable tournant en 1763. Et quand j'ai écrit sur la Régence, j'ai appelé ça le tournant de la Régence, mais peut-être qu'un jour j'écrirai le tournant de 1763. Le tournant de la Régence, c'est en fait 1720. En 1720, qu'est-ce qui se passe? 1720, c'est l'apogée et la chute du système de l'eau. C'est absolument dramatique, c'est des fortunes immenses qui se sont constituées et qui vont sombrer, c'est la misère qui s'abat sur le pauvre monde, sur le peuple de France, à la suite de cette horrible affaire de l'eau. Enfin, l'eau a prétendu lancer le papier-monnaie et la monnaie fiduciaire. Il a proposé aux régents pour apurer la dette de faire circuler du papier-monnaie. L'idée était bonne, la façon dont ça a été fait non seulement en dépit du bon sens, mais au grand bénéfice de gens sans foi ni loi qui n'ont pas pris en compte les intérêts ni du roi ni du peuple. Donc ça, c'est la chute de l'eau. Il y a d'autres choses très importantes à cette date de 1720. Il y a la peste de Marseille. La peste était véritablement un fléau qu'on croyait avoir disparu, du moins dans ces proportions-là, depuis plusieurs décennies. Et la peste qui a ravagé Marseille s'est déclenchée dans les premiers jours du mois de mai 1720 et a atteint son apogée en plein mois d'août. Et ça a été une horreur absolue dont on peut dire qu'elle est vraiment la faute des élites. Des élites marseillaises qui se sont grandement rachetées après, puisque ce sont elles qui ont sauvé la ville par leur dévouement et par leur héroïsme, mais ce sont quand même eux qui ont laissé entrer la peste de Marseille par appât du gain, par impossibilité de résister à la perspective de faire d'énormes, de très très gros bénéfices. 1720, à Paris, c'est un épisode absolument dramatique qui se reproduira 30 ans plus tard. C'est l'enlèvement d'enfants par les bandouliers du Mississippi. Pour que le système de l'eau, le système présenté par l'eau, de fabriquer de l'argent à partir de projets mirobolants. Le projet mirobolant était d'exploiter le Mississippi. Pour exploiter le Mississippi, il fallait envoyer des populations qui n'étaient pas disposées à quitter leur patrie pour aller dans un lointain Mississippi, faire de l'exploitation d'on ne savait trop quoi. Les gens avaient raison de se méfier. Et la Compagnie des Indes, qui était partie prenante de cette affaire, a payé des bandouliers. Alors, le Châtelet de Paris avait payé des bandouliers, c'est-à-dire des archers portant bandoulières, à arrêter les vagabonds, les mendiants et les gens sans feu ni lieu qui, attirés par l'appât du gain, commettaient des exactions dans Paris. Et les mêmes bandouliers qui étaient payés une somme fixe par jour en ont profité, payés à la pièce par la Compagnie des Indes, à enlever des jeunes gens sans histoire et ensuite des enfants. Et 1720, c'est une expérience dramatique où des agents payés par une entreprise capitaliste extrêmement puissante, la Compagnie des Indes, ont commencé à enlever des enfants dans les rues. On a enlevé des enfants à leurs parents et on les a mis en prison pour les envoyer au Mississippi. Tout le monde savait très bien de quoi ils retournaient. Et à la fin d'avril 1720, quand il a été avéré, la première réaction des gens, ça a été de ne pas le croire. C'est une erreur, rendez-moi mon petit, vous vous êtes trompé. Ensuite, c'est mais qu'est-ce qu'ils racontent, c'est pas vrai, ils ont pas... Et ensuite, les gens ont compris qu'effectivement, les bandouliers du Mississippi, comme on les appelait, commençaient véritablement à enlever des enfants. Et là, Paris a été pris d'un soubresaut, d'une violence absolument inouïe. Il y a eu des cavalcades et des chasses à l'homme dans les rues de Paris. Des bandouliers ont été jetés par la fenêtre, jetés des toits, jetés dans la Seine. Il y en a un qui est arrivé à l'Hôtel-Dieu pour se faire trépaner après avoir été mis à mal, et il a été achevé par les malades. C'est-à-dire que, je ne peux pas dire comme un seul homme, mais avec une belle puissance d'action de groupe, les Parisiens se sont révoltés contre des gens qui leur enlevaient leurs enfants. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces émeutes ont duré 2 jours. Le roi a fait présenter des excuses en disant qu'effectivement il y avait eu des abus et que ça ne se reproduirait pas. Et en fait ça ne s'est pas reproduit, ça a simplement continué en province.
Et 30 ans après, en 1750, les choses vont se reproduire. De nouveau, la police, payée à la pièce, va se mettre à enlever des enfants. Et 1720, c'est également le début de cette sombre affaire. Et il se trouve en fait que, en plus, les magistrats impliqués dans l'affaire sont les mêmes, notamment d'Argenson. On le trouve en 1720, on va le retrouver en 1750. Donc c'est vraiment, cette affaire d'enlèvement d'enfants est une macule extrêmement grave sur le règne de Louis XV. Ça, il faut absolument le dire, il faut absolument le savoir. Et ces exactions ont également eu lieu en 1720. Un autre événement assez intéressant se passe en 1720, au printemps. Il y a dans Paris un défilé d'esclaves libérés de barbarie, c'est-à-dire d'Afrique du Nord, que des œuvres religieuses ont réussi à racheter aux pirates. Je ne sais pas si c'est marocain ou tunisien ou algérien, mais il y avait une piraterie qui raflait sur les côtes françaises un certain nombre de gens tout à fait tranquilles. Si on regarde la Côte d'Azur, par exemple, on voit que les plus beaux villages sont dans les terres et jamais au bord de la mer, parce que des pirates passaient et enlevaient des gens et les vendaient comme esclaves en Afrique du Nord, ce qu'on appelait les barbaresques. Et 1720 a vu au printemps un très émouvant défilé de dizaines et de dizaines d'esclaves que des institutions religieuses avaient rachetés au barbaresque, et ces esclaves, dont quelques-uns avaient passé des dizaines d'années en esclavage, ont défilé dans Paris sous les applaudissements de la foule qui leur a souhaité la bienvenue au pays, la France, pays où il n'y a pas d'esclaves. Alors, on sait que la France a participé au trafic d'esclaves, mais c'était pour les colonies. Au Royaume de France, sur la terre de France, il n'y avait pas d'esclaves. Voilà. Et c'est une très belle démonstration dans les rues. Les gens donnaient, ils faisaient des cadeaux à ces esclaves libérés, ils ont donné de l'argent pour leur réinsertion. Enfin, c'était très émouvant. C'est un très joli épisode de 1720 qui a été à la fois l'année de beaucoup d'horreurs et de beaucoup de grandes et belles choses, notamment celle-ci. Le 1er septembre 1715, le roi est mort, le roi Louis XIV est mort, donc la régence va commencer le lendemain. Le 2 septembre, Philippe prend le pouvoir avec l'appui du Parlement. Il fait immédiatement libérer quantité de jansénistes que le vieux roi avait fait emprisonner, et certainement à juste titre, parce que c'était des gens qui avaient de très mauvaises intentions vis-à-vis du pouvoir. Et le pape avait considéré, et le roi était mort avant de pouvoir le faire enregistrer, le pape avait considéré par une bulle, c'est-à-dire par une décision papale, une bulle c'est une décision papale, que le jansénisme était hérétique. Et le vieux roi était mort avant d'avoir pu véritablement faire enregistrer la bulle, et en 1720, Philippe a essayé, comme le Parlement refusait, le Parlement qui l'a remis en selle refusait d'enregistrer la bulle, Philippe a essayé de la faire enregistrer au Grand Conseil, c'est-à-dire dans une espèce de tribunal constitué pour l'occasion. Et le pape a fait savoir, quand il a appris que la bulle avait été enregistrée au Grand Conseil, que cet enregistrement ne lui convenait pas, parce que l'enregistrement qui était valable et qui permettait de comprendre que la bulle était véritablement allait faire force de loi au Royaume de France, c'était l'enregistrement au Parlement. Et là, 1720, Philippe d'Orléans, le régent, comprend que dans la guerre qui va opposer la magistrature janséniste à la royauté, la royauté n'aura pas le dernier mot. Et les magistrats auront le dernier mot, et la guerre va véritablement battre son plein. Ça va être absolument horrible, et ça nous mènera à la Révolution. Donc il y a plusieurs choses qui vont mener à la Révolution. Il y a le discrédit de la royauté par l'inexorable montée du libéralisme, et il y a aussi le travail de sape systématique que feront les magistrats et les jansénistes, souvent les mêmes, contre la royauté et l'autorité ecclésiastique. Qu'est-ce qui se passe en 1763 ? 1763, c'est une période charnière, parce que dans la longue et apparemment interminable guerre que jansénistes et jésuites se font dans le royaume de France depuis l'arrivée du régent au pouvoir, c'est-à-dire depuis 1715, les jansénistes vont gagner la partie. 1763 voit la victoire des magistrats jansénistes sur la Compagnie de Jésus. Et il se trouve que les jésuites avaient traditionnellement, depuis Henri IV, la fonction d'être les confesseurs du roi, ce qui signifie qu'ils avaient sur le roi une influence incontestable. Être le confesseur du roi, c'est orienter son âme, orienter ses pénitences, donc orienter ses actions. C'est ça que ça veut dire. Or, à partir du moment où les jansénistes réussissent, à l'issue d'un procès dans lequel ils ont vraiment eu le mauvais rôle, et je veux dire les jésuites dans ce procès ont été
plus sûrement les victimes que les complices d'une escroquerie, les magistrats ont profité de ce procès retentissant pour interdire les jésuites et les chasser du royaume. Les jésuites, une fois chassés, un certain Voltaire a dit maintenant la voie est libre. La voie de quoi? C'était la voie du libéralisme économique. Et jusqu'à 1763, même s'il y avait eu à différentes occasions des tentatives d'instaurer le libéralisme économique, jusqu'en 1763, globalement, le roi était le protecteur du peuple dans son approvisionnement alimentaire, et le roi interdisait toute spéculation sur les subsistances. À partir de 1763 est lancée la première expérience libérale consistant à laisser le prix des subsistances être fixé par la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire par le marché, et non plus par la taxation, la négociation, comme c'était le cas jusqu'à présent. Et le prix du pain va dramatiquement augmenter, jeter des foules dans les rues et dans les villages, des foules qui couraient après leur convoi de grains, qui, une fois que le marché du grain était rendu libéral, pouvaient quitter les villages avant que la population se soit servie. Cette horreur commence en 1763, et Voltaire avait vu juste, effectivement, 1763, à partir du moment où les jésuites, qui avaient intellectuellement tout ce qu'il fallait pour pouvoir contrer les arguments des économistes libéraux, c'est-à-dire des gens des Lumières, à partir du moment où ils n'étaient plus là, il n'y avait plus personne pour arrêter la machine. Donc la première expérience libérale, qui commence en 63, qui s'accentue en 1764, c'est-à-dire qu'en 63, c'est libre circulation des grains à l'intérieur du royaume, 1764, c'est autorisation d'exporter à l'étranger le grain dans la perspective d'un marché européen. L'Europe, c'est pas le lendemain de la Seconde Guerre mondiale qu'il l'a inventé, c'était déjà dans les tuyaux à ce moment-là. Cette libéralisation qui a jeté des foules et des foules en furie contre les marchands, contre ces marchands libéraux qui, sous la responsabilité du roi Louis XV, emmenaient au loin les convois, ont cassé quelque chose dans la confiance que le peuple avait envers le roi. Et certainement, 1763, c'est une époque charnière qui est le début du désamour du peuple envers le roi et de la perte de confiance. Donc je pense que Louis XVI a eu deux occasions de perdre sa tête qui a sauté. La première, c'est quand son grand-père, Louis XV, a libéralisé en 1763, et la deuxième, c'est quand lui-même a libéralisé en 1774, quand à peine arrivé au pouvoir, il a donné les rênes du contrôle général à Turgot. Donc 1763, ça a permis ce tournant libéral de la royauté, qui avait été impossible aussi longtemps que les jésuites avaient l'oreille du roi, et à partir du moment où les jésuites ont été interdits et chassés du royaume, les libéraux, c'est-à-dire les gens des Lumières, ont pu arriver au pouvoir. Et convaincre le roi d'écouter leurs conseils. 1763, c'était également l'époque où Voltaire, à force de mensonges et de propagande absolument odieuse, a réussi à faire insinuer dans l'esprit du public que Calas était innocent et que le Parlement de Toulouse a rendu un jugement inique en le condamnant à mort. Et Voltaire, en 1763, même si le jugement terminal de réhabilitation est arrivé en 65, 63 c'est la grande campagne de réhabilitation de Calas au niveau du public, et Voltaire a réussi à faire passer les marchands et les banquiers protestants pour d'innocentes victimes et les vilains peuples catholiques pour des odieux tyrans. Et c'est à cette date-là qu'a commencé la réhabilitation dans l'opinion publique des protestants, et qui va mener à l'arrivée au pouvoir d'un protestant étranger qui s'appelle Jacques Necker, et qui va creuser quelques 15 ans plus tard un abîme sans fond qui était la dette du roi, et qui nous mènera à la Révolution. Donc 1763, c'est une date absolument charnière, c'est l'interdiction des jésuites, c'est la réhabilitation dans l'opinion de Calas, et c'est la première expérience libérale. La théorie libérale voulait que pour que le prix soit véritablement juste, il fallait qu'il soit fixé, et uniquement fixé, par la loi de l'offre et de la demande. Cette loi de l'offre et de la demande voulait que le vendeur libre passe un accord avec l'acheteur libre, et l'existence de greniers à blé, c'est-à-dire qui permettait en cas de cherté, de rareté, de remettre du blé sur le marché, cette existence de greniers faussait, disait-il, la libre fixation du prix. Et
une des premières choses qu'a fait Turgot quand il est arrivé au pouvoir, à l'entrée de l'hiver, ça a été de vider entièrement les greniers d'abondance. C'est une monstruosité. Le prince de Croy, qui a été témoin de cette vente aberrante à l'entrée de l'hiver, c'est-à-dire l'entrée de l'hiver, c'est là où il faut être sûr qu'on a ces réserves. Quand il a vu ça, il a dit « Qu'est-ce que c'est que ce règne ? Qu'est-ce que c'est que ce règne ?» Alors je ne jette pas la pierre ni au roi, ni à différents ministres qui ont écouté ces sirènes, parce que le roi était obligé de tenter cette expérience libérale dans la mesure où il avait besoin d'argent, qu'il n'y avait pas d'argent et qu'il en fallait. Le trésor royal était dans le rouge et largement. Donc quand on a persuadé le roi que cette expérience-là allait porter ses fruits et qu'on allait, sans augmenter les impôts et sans pressurer la population, augmenter les revenus et régler le problème de la dette, le roi l'a cru. Il n'avait de toute façon plus les jésuites pour lui expliquer « Attention majesté, casse-cou, il ne faut pas faire une chose pareille ». Intellectuellement, les jésuites étaient les seuls au royaume de France qui avaient le niveau, je dis bien intellectuellement, pour contrer les arguments fallacieux des libéraux. Les libéraux mentaient, les libéraux ont menti sur la nécessité de supprimer les corporations, les libéraux ont menti sur la nécessité de libéraliser le marché de l'argent, les libéraux mentaient sur la nécessité de libéraliser l'économie de subsistance, et il n'y avait personne de suffisamment à la fois intelligent, cultivé et influent pour expliquer au roi qu'il allait à la catastrophe. Et de toute façon, il y est allé à la catastrophe, et c'est là que le règne a sombré. On disait, au moment du sacre de Louis XVI, des gens ont dit, si le prix du pain continue d'augmenter, le roi sera sacré lundi et massacré mardi, un truc comme ça. Ou alors, le roi sera sacré le 15 et massacré le 16. Et ce sont des libelles qui ont été, pas des libelles, des placards qui ont été affichés à Versailles, que le roi le sache. Donc les gens savaient très bien, le peuple savait très bien que la royauté perdait tout son crédit en écoutant les sirènes libérales. Et il en était à l'époque de Louis XVI, comme on nous a joué là exactement la même chose à la période, dans les années 80 chez nous, c'est si on n'est pas libéral, on est contre le progrès, on est contre la marche inexorable de plus de prospérité pour tous, plus de voilà, on est des affreux réactionnaires qui ne veulent pas comprendre que le progrès c'est le libéralisme. C'est exactement l'inverse. Le libéralisme, c'est la barbarie. C'est la barbarie économique, c'est la loi de la jungle, c'est l'écrasement des petits et l'outrecuidance des grands que plus rien n'arrête. Et c'est effectivement à 3 reprises avant la Révolution que le premier Louis XV et ensuite Louis XVI par 2 fois, puisque la deuxième fois ça a été en 1787, ont instauré le libéralisme économique qui a fait sombrer une France relativement protégée et très très prospère en un pays barbare comme les autres, où on met les enfants au travail à partir de l'âge de 4 ans et où les femmes sont obligées de louer leurs mamelles en privant leurs enfants de leur lait pour nourrir celui des autres.